Bonjour, bienvenue à tous à ce deuxième webinaire consacré au pilotage de l'expérience client. J'espère que vous allez bien. Je vois que les gens commencent à arriver, on est déjà assez nombreux. Je vais juste profiter de cette première minute pour caler un petit peu les choses d'un point de vue technique. Est-ce que dans le chat qui se trouve juste ici, vous pouvez, ou de l'autre côté d'ailleurs, est-ce que vous pouvez me dire si tout va bien au niveau du son et de la vidéo? C'est volontiers pour les petits feedbacks. Super. Bonjour Emmanuel, bonjour Eric. Même Jean-Pierre est là. Aïe, 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 le pro de la vidéo qui va me regarder, ça va être très difficile ça. Donc, tout semble bien aller. Donc, en attendant les retardataires, je vais simplement profiter du début pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement technique. Donc, d'ici une minute, je commence le webinaire. Vous pouvez à tout moment intervenir à la fois dans le chat, là c'est plus pour converser, pour dire des petits trucs sympas. Et si vous avez des questions, vous avez l'onglet questions qui se trouve aussi sur la droite de votre écran. Jennifer est également présente ici, Jennifer Montiton, pour m'aider et me soutenir, et elle pourra aussi répondre à quelques questions ou vous donner tout ça. Le replay sera disponible juste après la fin du webinaire, donc y compris pour ceux qui n'ont pas réussi à venir, si vous avez des collègues ou autres qui s'étaient inscrits, n'hésitez pas, et comme ça vous pourrez le revoir. Les questions, posez-les au fur et à mesure. Parfois je ne vais pas forcément les voir, mais j'y reviendrai de toute façon à la fin, et je tenterai dans la limite de mes compétences d'y répondre le plus possible. En termes, je crois, d'organisation, c'est à peu près tout. Le document, il n'est pas possible de le prendre tout de suite. Par contre, évidemment qu'il est à votre disposition, puisque je vais utiliser une présentation, et c'est avec plaisir que je la mets à votre disposition. Il suffira de me faire un petit message. Donc voilà. Donc je vous propose de commencer, puisqu'on est déjà pas mal. Au niveau de l'organisation, j'ai limité la présentation à 30 minutes maximum pour consacrer le plus de temps possible aux interactions, et on terminera à 11h45 vraiment au plus tard, ce qui vous laisse le temps encore de vous préparer pour aller manger chez nos restaurateurs favoris qui ont rouvert il y a maintenant 15 jours. Je vais donc commencer la présentation en partageant le document. Là aussi, normalement, nous avons fait les tests, ça a marché juste avant, donc ça devrait continuer. Alors ce webinaire, pour tout vous dire, j'ai déjà eu la chance d'animer sur ce thème en formation, en atelier aussi, et tout récemment en début d'année chez des collègues grenoblois, puisque Altamedia se développe un petit peu maintenant en France, et notamment à côté, juste à côté de chez nous. Simplement vous dire aussi que ce webinaire s'inscrit dans un cycle plus complet où nous avons trois. Si il veut bien avancer, il ne peut pas avancer visiblement. Nous avons trois webinaires différents. Un qui avait lieu la semaine dernière, et je vois que certains étaient là, sur le développement de l'écoute client-collaborateur, autrement dit comment mettre en place une enquête auprès de vos clients ou de vos collaborateurs. Pour ceux qui sont intéressés, qui veulent le voir après coup, il y a moyen également de vous inscrire, donc faites-moi un message simplement et on y arrivera. Et puis la semaine prochaine, le thème est un petit peu plus pointu. Si vous avez au sein de vos organisations, de votre entreprise, quelqu'un qui est en charge de la relation client à distance, du service client, de la hotline, peu importe le nom qu'on lui donne, là on s'intéressera vraiment à comment est-ce qu'on peut faire une analyse complète de son service client, et on vous donnera 2-3 astuces qu'on utilise nous chez nos clients, puisqu'on a eu la chance d'auditer des services clients comme Europe Assistance, Transport Lausannois, Ringier et d'autres. Donc, ça nous permettra de voir ça ensemble. Aujourd'hui, le thème, donc, vendre mieux pour vendre plus. Je présente rapidement Altamedia. Je crois que la plupart des gens inscrits nous connaissent. Donc, j'ai eu la chance de créer Altamedia il y a maintenant 17 ans. Et on intervient globalement sur 3 grands domaines. D'abord, pour ceux qui souhaitent connaître la qualité de leur relation client, soit en analysant les interactions clients réelles, soit en faisant jouer des clients mystères, soit avec les enquêtes de satisfaction. Donc là, pour le coup, c'est vraiment Jennifer qui est la spécialiste de ça chez nous. Donc contactez-la si vous avez des questions à ce niveau-là. Pour toutes les sociétés également qui souhaitent améliorer leur relation client, à la fois en termes de formation, mais aussi d'accompagnement personnel, plus spécifiquement sur la qualité de l'accueil et les services clients. Et puis enfin sur le sujet qui nous touche aujourd'hui, autrement dit pour les gens qui souhaitent avoir plus de clients,
Donc, il y a une partie formation et accompagnement, notamment conseil commercial, où là, on peut aider les sociétés à écrire leur stratégie commerciale, à écrire leur PAC aussi, le fameux PAC, le plan d'action commerciale. Et puis, depuis 5 ans, une nouvelle activité pour Altamedia qui s'appelle AltaCall, où nous réalisons des appels pour le compte de sociétés ou d'organisations, soit pour leur trouver des sponsors, comme le Club des patineurs de Mérin, soit pour inciter des sociétés à s'engager dans un programme énergétique, comme pour SIG, ou encore avoir des rendez-vous pour éventuellement de futurs membres comme la CVCI. Je salue Sophie Pellet à l'occasion, je crois, qui est présente. Je vais partir d'un constat tout simple, avant de vous montrer un petit peu le plan de la matinée et de ce webinaire, c'est qu'on a quand même une problématique par rapport à la vente, c'est déjà le mot vente. En français, le mot vente, vous voyez que l'origine latine nous amène vers des mots comme trafiquer, vanter, il y a aussi des mots positifs, comme recommander ou louer. Il y a quand même aussi cette ambivalence dans la sémantique du mot qui nous amène vers des choses un peu négatives. Et il y a également la notion de trahir. Je crois qu'à la 3e ligne du Robert, on va être à vendre, c'est trahir. Il trahirait père et mère, il vendrait père et mère. Jésus qui vend, enfin Judas qui vend Jésus plutôt. Donc il y a aussi des choses assez fortes. Et ça a quand même une implication sur nous, sur les gens qui sont en charge de la vente aussi dans vos sociétés, puisque voilà avec quoi moi je me retrouve régulièrement en formation chez ceux qui doivent vendre, c'est que on a des réactions du genre ouais, mais alors ça veut dire que on serait obligé d'avoir des techniques. Moi, mon métier, mon produit, mon service, il est tellement bon qu'il se vend tout seul, honnêtement. Et ça, je l'entends très souvent. J'entends aussi des éléments, alors plutôt dans les services clients à qui on demande d'avoir un petit peu de proactivité. Ah, mais alors avant, j'étais au service du client, puis maintenant, je vais devoir le planter. Au sens, voilà, avant, j'étais avec lui, maintenant, je suis contre lui. Et puis enfin, une dernière qui est, bah oui, je vais devoir me mettre en danger, sortir de ma zone de confort. Et au final, ben, tout ça, c'est, notamment pour les entrepreneurs, c'est, écoute, moi, je fais de la qualité, donc ça va se savoir, et le bouche à oreille va largement suffire à compenser. Bon, il se trouve que il va peut-être falloir, comme dans toute période de crise, se battre, entre guillemets, un petit peu plus à la rentrée, et le simple bouche à oreille, le fameux WOM, word of mouth, ne suffira probablement pas pour les semaines et les mois à venir. Ce qui est intéressant, c'est que dans les formations, on s'aperçoit qu'on nous mandate souvent pour apprendre des techniques, et on en verra une ou deux aussi ce matin. Mais ce qu'on doit d'abord travailler, c'est surtout l'état d'esprit. Puisque j'ai souvenir, par exemple, dans un office de tourisme, où les gens faisaient finalement déjà 80 à 90%, alors 80 à 90% pour nos amis vaudois du travail, et c'est la finalisation où ils se disaient ah non, mais alors s'il faut vraiment sortir, encaisser les gens, ça va être compliqué. Une fois qu'ils ont compris que finalement il s'agissait toujours d'écouter, de faire des bonnes recommandations, et que là on voulait aller jusqu'à la fin pour faire du one-stop shop, pour que le touriste ne se dise pas ensuite qu'il fallait aller à droite ou à gauche pour acheter telle ou telle prestation, là ça va bien. Autrement dit, on part quand même avec cette idée que la vente, c'est pas forcément quelque chose de très positif. Alors évidemment, on peut engager ce sujet sur plusieurs terrains. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de le faire d'une manière un petit peu des allers-retours entre la stratégie et vraiment le tactique, le technique. Et vous verrez qu'on pourra creuser, et on pourrait creuser chaque sujet pendant 1 heure. Le but, c'est pas ça, c'est vraiment, une fois de plus, on s'arrête à 11h30, 35 et on partage, et je réponds volontiers à vos questions. Alors d'abord, je dirais que rien de nouveau sous le soleil. Et pourtant, ces 3 grandes parties, avec d'abord bien se connaître et connaître son ADN, bien connaître ses clients, et enfin favoriser le retour du conseil, il n'est pas forcément pratiqué chez tout le monde. À commencer par l'ADN. Alors, certains l'appellent de différentes manières. Je l'ai appelé l'ADN, mais en gros, c'est qu'est-ce qui caractérise finalement votre société ou votre organisation. Ça peut être plusieurs éléments. D'abord, l'histoire de votre entreprise, celle des fondateurs. Moi, je trouve dommage quand j'entends quelqu'un qui s'est lancé, par exemple, dans la fabrication de bière, de ne plus entendre la petite anecdote qui fait que c'est quand ils avaient 14-15 ans qu'ils ont commencé à recevoir quelque chose. Autrement dit, le fameux storytelling, finalement, qui est à la mode, mais ça, on aime bien l'entendre. Et finalement, on achète aussi de l'humain et de l'émotion. Donc, avoir une histoire, c'est quand même pas mal. Vos valeurs, vos visions, là aussi,
Je sais qu'il y a plein d'entreprises qui en ont. Nous, on travaille pas mal avec des PME de plus de 300 employés, on va dire. Je trouve toujours intéressant quand je demande aux participants en formation, OK, vous avez des valeurs, hein, des engagements, une charte même. Est-ce que quelqu'un peut me les citer? Il m'arrive régulièrement que les personnes n'y arrivent pas ou citent une des 3 valeurs, alors que des fois, elles sont juste affichées dans mon dos, hein, puisqu'elles pendent dans les salles de formation. Mais forcément, ce sont des choses, si on ne les vit pas au quotidien, ça peut être compliqué de les ressortir et les faire vivre aux autres. Et puis, évidemment, les objectifs. Alors, les objectifs, je ne parle pas seulement d'objectifs commerciaux, il peut s'agir également d'objectifs, ça peut être sur le marché, ça peut être de valeur, d'image, de notoriété, voilà. Mais il y a aussi les objectifs commerciaux. Et puis, alors moi, c'est vrai que je suis fan de ce livre, donc ceux qui m'ont déjà vu ou qui me connaissent bien savent que je suis un peu, peut-être pas mono là-dessus, mais Start with Why, il y a quand même un livre à lire quand vous lancez votre société ou relancez un nouveau produit, un nouveau service, c'est quand même pas mal. Et je dois avouer que, alors que j'ai créé Altamedia il y a 17 ans, j'ai eu la chance de participer à un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle IO, Entrepreneur Organisation, il y a 2 ans de ça, 3 ans de ça. Et on s'amusait à déterminer le why. Hein. C'est quoi notre why finalement, le pourquoi? Parce qu'évidemment, tout le monde est en mesure de savoir expliquer à peu près ce qu'il fait à quelqu'un d'autre. Peut-être même certains sont capables d'expliquer en quoi on est différent. Mais de là à dire quel est mon pourquoi, c'est-à-dire quelle est ma raison d'exister, là c'est un petit peu différent. Ou alors certains disent parfois ah oui c'est pour faire de l'argent. Non, le why il doit être plus profond que ça. J'ai souvenir d'un très beau why de l'ancien directeur de Publicis en Suisse qui a lancé une marque de fromage. Alors je l'ai noté parce que j'oublie toujours le nom de cette marque, c'est Mauerhofer. Et il a un très beau why qui est d'aider à préserver l'héritage du fromage traditionnel en Suisse. Et ça les a toujours sauvés de ne pas partir dans des chemins de traverse. C'est à partir du moment où vous dites, OK, mon why, c'est ça, tout à coup, s'il y a des Marseillais qui lui proposent de faire la même chose pour les fromagers marseillais, au départ, il était un peu comme ça, tout énervé, hein, en positif. Puis ensuite, ils ont ressorti leur why, ils disent, ah non, si on fait ça, ça ne va pas défendre le producteur suisse de fromage. Donc, OK, on peut faire une autre société, mais voilà, c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir un why. Et c'est vraiment la raison qui nous inspire et inspire les gens autour de nous. Amusez-vous à réfléchir là-dessus cet après-midi. Vous verrez que c'est pas toujours évident d'avoir son why. Là aussi, très inspiré de IO et toutes les méthodes Gazelle, mais vous pourriez avoir la même chose chez Brian Tracy ou chez d'autres inspirateurs comme ça, alors plutôt américains au départ. On va pas faire l'atelier aujourd'hui, on pourra le faire dans le cadre d'un atelier, mais ça peut être intéressant de répondre à des critères comme est-ce que cette promesse vous différencie? Est-ce qu'elle est mesurable? Est-ce que ça répond à un vrai besoin client? Et très souvent, autour du core customer sur lequel on reviendra tout à l'heure, c'est-à-dire le fameux client idéal, on va construire à la fois sa promesse principale et puis des promesses numéro 2, numéro 3. Alors, sans trahir de secret, je peux vous partager les promesses d'Altamedia. Nous, la promesse principale, c'est surtout qu'on ait des experts de la relation client orientés terrain. Donc ça, c'est la promesse principale. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des grands ateliers avec des grandes stratégies ou autres. Nous, on veut qu'il y ait quelque chose qui se passe ensuite vraiment en magasin ou en rendez-vous ou ailleurs. La promesse numéro 2, justement, c'est qu'on veut aller vers des résultats, du concret, du tangible. Et la promesse numéro 3, là, on est plutôt sur les valeurs d'honnêteté, de transparence et une relation de partenaire. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, on pourrait le dire à peu près chez tout le monde. Oui, la 2 et la 3, je suis tout à fait d'accord. C'est la promesse principale qui doit vraiment être votre promesse de marque, autrement dit, votre engagement client mesurable. Là aussi, ça a l'air évident. Amusez-vous à vous regrouper à plusieurs au sein de votre service ou de votre entreprise et demandez quelle est la promesse principale de votre entreprise ou autre. Parce que, évidemment, j'utilise souvent le mot entreprise, mais pour moi, la hotline chez Pictet qui répond à des clients internes, il doit aussi avoir une promesse principale auprès de ses clients qui sont les collaborateurs de chez Pictet, en l'occurrence. Une fois qu'on a bien fixé son ADN, alors évidemment, je vais assez vite sur les sujets, n'hésitez pas à poser vos questions et j'y reviens à la fin. Les clients. Alors, évidemment, nous, c'est notre dada, comme on dit, donc on est beaucoup là-dessus. D'abord, il y a des façons très traditionnelles, on va dire, de connaître ses clients, de mieux connaître ses clients. C'est les fameux critères de segmentation qui existaient déjà il y a 30 ans. Autrement dit, est-ce que vous connaissez le secteur d'activité, localisation, qui sont les interlocuteurs, les partenaires au sein de cette société?
le chiffre d'affaires réalisé, ça a l'air tout bête, mais je connais encore plein de sociétés qui fonctionnent par produit, du genre, ben voilà, j'ai déjà imprimé 10 000 plaquettes pour ce client-là, on a le chiffre d'affaires en face, et puis 3 mois après, il fait d'autres plaquettes, ou il fait un catalogue, et quand je demande, mais ok, mais est-ce que vous connaissez le chiffre d'affaires annuel avec ce client-là? Ça devient un peu plus difficile, hein, selon les logiciels qu'on a installés. Pareil, l'ancienneté, la rentabilité, ça aussi. Des fois, on croit qu'un client qui nous amène beaucoup de chiffre d'affaires est très rentable. Finalement, on s'aperçoit, si on devait mettre vraiment les ressources en face, que c'est pas terrible. Et puis, évidemment, son avis, sa satisfaction, ses attentes. Pour ceux qui sont intéressés au sujet, je vous renvoie au premier webinaire. Mais là aussi, c'est assez étonnant de voir que certaines sociétés ou organisations ne mesurent jamais, finalement, le ressenti du client et se contentent de dire, finalement, s'il est toujours chez nous, c'est qu'il est content. Peut-être pas, peut-être qu'il n'a pas trouvé d'alternative encore, mais que le jour où quelqu'un va arriver en proposant d'autres choses, voilà. Donc peut-être autant le savoir avant et déjà anticiper. Il y a différentes manières de connaître ses clients. Là, j'ai repiqué 2 slides de notre atelier Customer Experience, donc expérience client en bon français. Il y a les interviews, il y a les réseaux. Une fois de plus, il y a plein de données que vous avez qui ne sont pas forcément normalisées et formalisées, mais qu'on peut faire ressortir. Et puis, là aussi, il y a des exercices qu'on peut faire. Alors, il y a plein de méthodes différentes, il y a plein d'exercices différents. Ils ont tous le même objectif, c'est connaître votre client idéal. Autrement dit, être focus, avoir des clients premium, c'est-à-dire qui vous ramènent. Il y a plein de sociétés d'organisation, une fois de plus, qui me disent « Ah, mais nous, on s'adresse à tout le monde. » Peut-être, mais vous avez quand même des clients idéaux. Là, cette approche, elle est un peu plus originale, puisque souvent, on le fait en termes d'entreprise, de taille d'entreprise, est-ce que c'est sur le canton de Vaud, de Genève. Là, c'est un exercice que j'avais fait en tant que participant chez Gazelle, donc IO, et il fallait lister 5 vrais clients idéaux. Alors, ce qu'on entend par vrai client, c'est pas SIG, c'est Barbara, responsable du service client de SIG. Et pourquoi? Autrement dit, pourquoi finalement c'est un des clients idéaux? Ah ben en fait, elle est sympa, elle aime bien manger comme moi, et puis on a des sujets de discussion, on est fans de rock tous les deux et on peut en discuter. C'est un peu bizarre de faire ça, mais vous allez voir que sur les 5 que vous allez lister, vous pouvez le faire sur 10 aussi, ensuite vous listez les 4 caractéristiques. Et moi je m'étais aperçu que finalement, ok, il y a des éléments traditionnels, c'est-à-dire que c'est plutôt un groupe, une PME de plus de 300 employés, dont le siège est en Suisse romande, ou en tout cas le centre de décision est en Suisse romande. Mais après, je me suis aperçu que c'était plutôt des gens sympas, qui sont fidèles, qui nous considèrent comme un partenaire et pas comme un fournisseur. Et vous apercevez que finalement, nous, notre client idéal, c'est un responsable client sympa d'un groupe ou d'une PME de plus de 300 employés qui est basé en Suisse romande et qui a beaucoup d'interactions clients. Mais une fois que vous savez ça, pour aller chercher les prospects qui ressemblent à votre client idéal, c'est beaucoup plus simple. Alors ça aussi, on peut s'amuser à le faire en atelier avec directement les commerciaux de votre société, qui eux connaissent bien leur client idéal. Et c'est un peu plus ludique, on va dire, que de faire des segmentations de bases de données. Hein, se dire, tiens, j'ai trouvé, ça peut être sympa. Je crois qu'il y a des questions, c'est ça? Alors, je peux pas forcément, je vais faire comme ça, et je vais aller voir directement les questions. Alors, posez-les bien sur questions, parce que sinon sur chat, ça va être compliqué. Mais le « où » correspond au persona. Alors, pour aller dans ton sens, Sophie, effectivement, ça peut être les personas, et je vais en reparler d'ailleurs tout de suite. Donc, on n'est pas du tout au point avec Sophie, on s'est pas mis au point avant, mais j'y arrive tout de suite. Ça peut être aussi une méthode, effectivement, de mieux connaître ses clients. Alors, il y en a une autre que j'ai listée aussi ici, on parle plutôt des besoins. Tout le monde connaît, je pense, le Value Proposition Canva. Je ne vais pas redire les noms des 2 auteurs, je dirais simplement Alex, parce que c'est lui dont je me souviens, mais je crois que c'est le livre suisse le plus vendu au monde. Donc, à la fois Business Model Generation, puis après Value Model, voilà. Et je crois qu'il y en a un autre qui est en train de sortir, ou il est peut-être sorti. Voilà. Et puis, pour aller dans le sens de Sophie, puisqu'elle a anticipé, les personas, donc ça, ce sont nos personas dans le cadre de notre atelier expérience client. Le persona, c'est quoi? C'est finalement la représentation d'un client idéal, où là, on va aller même un peu plus loin, hein, puisque là, tout à l'heure, je suis parti de gens qui existaient déjà, mais si vous êtes en phase de lancement, vous ne les connaissez pas, ou que vous avez des centaines ou des dizaines de milliers de clients, ça peut être bien de faire alors, on pourrait dire, oui, c'est un peu la segmentation d'il y a 20 ans, ça va un peu plus loin parce que c'est beaucoup plus facile pour vos collaborateurs ou pour vous-même
de réfléchir en termes de personnes et de se dire, voilà, Julie Heger, qui a 29 ans, qui est en couple, qui est conseillère en assurance, 6500 francs par mois, qui aime bien danser le week-end, qui est résistante au stress, etc. Mais c'est plus facile ensuite, quand on doit travailler son parcours client, d'avoir le persona en tête. Et là, le personnage, j'insiste vraiment, il s'agit d'une personne. Hein. C'est pas la société XY. Voilà. Parce que on a eu tendance pendant des années, et j'étais le premier à le faire dans les années 90 et 2000, à avoir des clients idéaux où on parlait de société, mais c'est pas avec une société qu'on signe, c'est toujours avec une personne. Donc bien sûr que c'est intéressant d'avoir le profil de la société, mais ensuite c'est quand même la personne au sein de cette société. Et ça, on va un pas plus loin quand même pour ça. Voilà, donc une fois qu'on a fait le point là-dessus, qui on est, qui sont nos clients potentiels ou déjà existants idéaux, et ce qui va m'aider à trouver des prospects, ben là, on va pouvoir aller sur le retour du conseil et vraiment avoir une vente orientée client, ce qui va nous permettre vraiment d'engager et de mixer à la fois l'orientation client et la performance commerciale. J'ai mon ADN, j'y vois un peu plus clair que là sur mes clients, mais ça va me permettre déjà de fidéliser mes meilleurs clients, parce que quand je sais qu'ah oui, Barbara, donc, que j'ai cité tout à l'heure, j'adore travailler avec elle, ou Olivier, hein, j'adore aussi, quelqu'un de très sympa, on a une réflexion sur la littérature française, enfin plein de choses intéressantes. Développer ceux qui peuvent l'être. On s'aperçoit tout à coup, en faisant ce travail de bien connaître ses clients, qu'il y a des gens avec qui on travaille, mais est-ce qu'on est sûr qu'ils connaissent l'ensemble de nos prestations? Et là, je peux vous dire que si vous avez 2, 3 ou 4 activités au sein de votre société, votre développement dans les semaines et les mois à venir, il est là. Les gens qui vous aiment déjà, c'est beaucoup plus facile de leur proposer un nouveau service qu'ils ne connaissaient peut-être pas que d'aller chercher des nouveaux clients. Il faut le faire aussi, bien sûr. Hein, donc, on va trouver des prospects qui ressemblent à ces clients idéaux. Mais déjà, est-ce que notre client avec qui on travaille depuis 5 ans pour les enquêtes, est-ce qu'il connaît nos formations? Et vice-versa. Hein, et là, vous verrez qu'il va y avoir énormément de développement possible. Au niveau stratégique, ces deux éléments, mieux se connaître et mieux connaître nos clients, vont permettre de mettre en œuvre une politique commerciale globale. Autrement dit, définir des cibles, à la fois prioritaires et secondaires, utiliser des canaux, des supports efficients. Alors là, j'ai mis plutôt des exemples B2B, c'est-à-dire la force de vente, l'événement, salon et foire. Alors, pour l'instant, événement, salon et foire, c'est un peu compliqué. Justement, on voit le retour du marketing direct. Je salue Rémi de La Poste qui est présent aujourd'hui. Et puis, inbound marketing. Alors, je ne vais pas vous faire une définition de l'inbound aujourd'hui, on pourrait en faire un webinaire. Mais en gros, tout ce qui va être politique de contenu, tout ce que vous allez développer sur les réseaux sociaux, et donc forcément ce qu'on appelle aujourd'hui le social selling, autrement dit, des gens qui vous contactent sur LinkedIn, avec quand même la difficulté aujourd'hui qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de commerciaux qui ne peuvent plus faire des rendez-vous physiques, des événements, des salons et des foires, qui se sont rabattus sur LinkedIn et qui le font de manière vraiment pitbull. Et là, je ne pense pas que ce soit bien. Il y a d'ailleurs un webinaire qui a lieu demain, je crois, sur le sujet à 14 h, où il y a notamment Webmécanique qui sera présent. Quelqu'un a fait une réflexion sur LinkedIn ce matin que j'ai bien aimé, c'est en disant un mauvais commercial sera aussi un mauvais commercial sur LinkedIn. Et c'est un petit peu ça. Hein. C'est si vous avez affaire à des pitbulls, ils seront aussi pitbulls sur LinkedIn. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un message direct dès qu'on vient d'accepter quelqu'un comme contact. J'aimerais refaire votre site web. Voilà, moi j'élimine et je passe à autre chose. Par contre, il y a des choses très intéressantes et très intelligentes à faire. Là aussi, je passe rapidement parce que ça mériterait un webinaire, mais voilà, pensons à ça. Évidemment qu'en B2C, on peut aussi voir le point de vente, l'Internet, pardon, et puis le mix. Hein, et de plus en plus, c'est de l'omnicanal. Et c'est pour ça que je dis mesurer ce qui peut l'être, parce qu'aujourd'hui, il y a même des acteurs comme la FNAC qui n'arrivent plus à savoir exactement quel a été le parcours global du client. Est-ce qu'il a commencé sur le web? On sait par où il finit, c'est-à-dire est-ce qu'il achète sur le site? Est-ce qu'il achète en point de vente? Mais finalement, quel a été son parcours avant lors de la décision? C'est compliqué. Donc, on ne peut pas tout mesurer aujourd'hui, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire. Mais au moins, voilà, on peut essayer. Il faut comprendre ce qu'on mesure, les limites de la mesure aussi. Et puis, ça me permet de voir quelles sont les actions les plus rentables et celles qui le sont moins. Donc là, c'est vraiment au niveau stratégique. Et puis, cette phase de vente orientée client, ça va évidemment se décliner, on va dire, dans la partie plus tactique, avec vos vendeurs ou les non-vendeurs d'ailleurs, hein, puisque aujourd'hui, moi, j'ai de plus en plus de clients qui me disent « moi, j'ai plus de vendeurs ». Ça fait peur aux gens, hein, comme on l'a vu au tout début, mais par contre, on est tous vendeurs. Alors là aussi, je vous renvoie, on avait fait un article sur le sujet il y a quelques mois, vous le trouverez dans les news d'Altamedia sur le site.
Et là, j'y crois vraiment. Pour les semaines et les mois et les années à venir, c'est est-ce qu'on aura encore besoin de force de vente au sens classique du terme. Pour les entrepreneurs qui nous suivent, ils le savent déjà, hein, ils sont à la fois producteurs, vendeurs ou autres. Nous, on forme de plus en plus des gens qui sont des non-vendeurs parce qu'on voit que les clients font de plus en plus confiance aux techniciens, ou aux gens du service après-vente ou au call center. Ils ont parfois peur du vendeur qui arrive avec la cravate, la veste et qui sort un discours assez standard, on va dire. Alors, la bonne vente orientée client, elle est uniquement possible s'il y a une bonne phase d'écoute. On va argumenter en bénéfice client et puis on va plutôt réaliser des ventes complètes que des ventes complémentaires. Ça aussi, ça mériterait un sujet à lui tout seul, mais en résumé, si j'écoute bien au début, ma proposition, elle va être globale. Donc, je n'ai pas à faire les mauvais upselling ou cross-selling qu'on faisait il y a 10 ans. Ma proposition, elle va être complète. Alors, ce qui n'empêche pas évidemment à la fin de proposer quelque chose d'autre sur vente. Et nous-mêmes, on a formé des vendeurs de chaussures à ce domaine-là. Mais si je comprends bien les besoins complets du client et que j'ai posé les bonnes questions au départ, ma proposition, elle doit être globale et complète. Et donc, je n'ai pas ensuite à ajouter des choses à la caisse. À la fin, je vais utiliser les mêmes techniques que les fameux formateurs vente ou ateliers Internet qui pullulent depuis quelques semaines. Après ces 3 domaines, hein, donc je vous donnerai aussi les 2 secrets de la vente. Alors, je rigole, mais je vous donnerai effectivement 2 astuces qui sont quand même très, très importantes. Qu'on soit en B2B ou en magasin, donc B2B, cible d'entreprise, hein, il faut investir du temps dans l'analyse. Alors, vu qu'on est en Suisse, j'ai quand même mis 2-3 mots en allemand. Je rassure les romans qui nous suivent et qui ont du mal avec le Rüstigraben. Ich-Tessol, c'est l'état des lieux, je veux dire, et puis ce que ça devrait être. Autrement dit, le maintenant et le demain. Et ça, nous, on l'a beaucoup utilisé en magasin, notamment chez Interio, il y a 4-5 ans. On avait vu, du coup, uniquement en travaillant sur ce domaine-là, des ventes montées de 15-20%, alors qu'à l'époque, déjà, on nous disait que c'était mort, que c'était compliqué. Bon, après, évidemment, hein, c'est est-ce qu'on fait appliquer ça ou est-ce qu'on a l'effet formation qui fait ça. Mais en s'intéressant aux gens et à leurs projets, on s'aperçoit qu'on arrive quand même à développer les ventes. Pour ce faire, il faut oser poser les bonnes questions. Là aussi, amusez-vous, on peut faire un atelier avec les 2-3 bonnes questions à poser. Nous, on s'aperçoit d'une chose qui est assez particulière, c'est que quel que soit le secteur d'activité dans lequel on travaille, qu'on vende des chocolats ou de l'électricité, donc des choses très différentes, hein, 300 francs, 3 millions, il y a quand même 2 sujets qui reviennent régulièrement. C'est quelle utilisation je vais faire du produit ou du service en tant que client et dans quel environnement je vais l'utiliser. Et je peux vous dire que si je m'intéresse à ces 2 choses-là, alors forcément, si je vends des canapés, je ne vais pas forcément directement demander à la personne ce qu'elle compte faire sur ce canapé. Hein, c'est pas ça. Par contre, savoir que c'est un DINK, un Double Income No Kids, c'est un couple avec 2 revenus et sans enfants, ça va m'amener vers des solutions qui seront très différentes de j'ai 4 enfants, 2 pitbulls et 3 chats, et le canapé, on y passe notre vie dessus. Là aussi, grâce à des questions qui sont bonnes, on peut aller vraiment vers des solutions adaptées. Donc, utilisation environnement. Et puis, l'argumentation en bénéfice client. Alors là aussi, il y a des choses qui ont changé. Je sais qu'il y a des gens qui commencent toujours par les caractéristiques des produits et je trouve ça terrible. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous questionner en face à face, quoique Jennifer pourrait me dire ce que ça donne, mais je vais le faire quand même. Tiens, si je vous dis TGV, quels sont les premiers mots qui vous viennent en tête? Alors là, vous pouvez le faire dans le chat. Allez-y, hein, si je vous dis TGV, quels sont les adjectifs qui vous viennent en tête? Alors, on évite le mot grève, hein, évidemment, ou voilà. Alors, je vois rapide, bruyant aussi, oui, c'est vrai. Alors, je vais plutôt prendre un adjectif positif. Je vais prendre rapide. Parmi ceux ou les autres, hein, d'ailleurs, qui m'ont parlé de rapidité, est-ce que vous savez à quelle vitesse va le TGV à peu près? Allez-y, lancez-vous. 300, ouais, joli. On est effectivement à un peu plus de 300 km/h. Alors, évidemment, dans les tests, on peut aller à 500, 600, hein, mais là, je parle de la moyenne. Donc, on sait qu'il va vite, on sait qu'il va à 300 km/h. Est-ce qu'il y a des Genevois parmi nous qui sauraient le temps qu'il faut pour aller de Genève à Paris en TGV? 3 heures, on est à peu près 3 heures. Je vois que 3 heures. Alors, je vois qu'Emmanuel a plutôt la distance de Lausanne, hein, puisque depuis Genève, on va beaucoup plus vite. Bon, ça, c'était un petit tacle pour nos amis vaudois, mais effectivement, on est plutôt à 3 heures et on serait à 2h30 pour aller dans le sens de Philippe si les rails étaient effectivement. Alors, pour résumer ça,
On a commencé en disant qu'il était rapide. Ça, c'est ce qu'on appelle un avantage. Pourquoi est-ce qu'il est rapide? Enfin, pas pourquoi il est rapide, mais à combien il va exactement. Ça, ce sont les caractéristiques techniques. Ben, on va dire qu'il va à 300 km/h, et on pourrait aller encore plus loin grâce au système de rail qui permet de. Mais ce qui intéresse le plus le client, c'est le bénéfice. Et quel est le bénéfice quand je vais m'adresser à un Genevois? Je vais lui dire, vous êtes, avec le TGV, vous pouvez être à 3 heures du cœur de Paris. Vous pouvez. Hein, c'est le vous et le verbe. Et malheureusement, il y a encore énormément de gens qui essaient de me vendre une table en disant « Ah, c'est une table faite en bois de je ne sais quoi ». Moi, si je suis confort, et si j'aime le confort, j'ai plutôt apprécié qu'on me dise « Alors, ce qui est bien avec cette table, c'est que vous pouvez la nettoyer vraiment en 20 secondes, hop, comme ça, parce qu'elle est faite en bois de je ne sais pas quoi, et que… Et c'est exactement le même principe avec le TGV. Hein. Je vous ai mis ici le petit descriptif. J'espère que vous le voyez arriver. C'est de pouvoir dire, on commence par les bénéfices, on poursuit par les avantages et les caractéristiques. Cette méthode-là, on l'utilisait au téléphone il y a déjà 20 ans. Malheureusement, encore dans les CFC aujourd'hui, et certains formateurs encore aujourd'hui, hein, forment à la méthode CAP, ou caractéristiques, avantages, preuves. Aujourd'hui, le temps, les gens n'ont plus le temps de ça. Je ne parle pas de ventes longues, hein, évidemment, mais quand on est sur des ventes courtes, cycles courts, que ce soit en magasin, mais également que je sois au téléphone ou malheureusement de plus en plus en B2B, en visio, où j'ai besoin que ça tape. Et on a la même chose d'ailleurs dans tout ce qu'on appelle le copywriting sur Internet, autrement dit la façon d'écrire et de rédiger des messages. Bien, il faut que la personne perçoive tout de suite le bénéfice qu'elle a y gagné. Donc, vous économisez, vous gagnez, vous pouvez. Et parfois même, pour tout vous dire, on n'utilise pas la méthode BAC en entier. Hein, on se contente du bénéfice. Et si je reprends l'Office du tourisme, c'est vous économisez, grâce au Geneva Pass, par exemple, vous économisez plus de 50 francs avec les 3 expériences que vous m'avez citées. Ça a changé. Alors, une fois de plus, les clients n'ont plus le temps. On pourrait le regretter. Testez ça chez vous. Hein. Alors, vous verrez que, contrairement à ce qu'on dit, alors oui, la langue française est très riche, c'est quelque chose qu'on entend souvent, vous verrez que les verbes qu'on utilise juste après le vous, là, ce sera toujours à peu près les mêmes. Hein. Vous bénéficiez, vous pouvez. Le temps utilisé est très important. Utilisez uniquement le présent ou ce qu'on appelle le futur proche, qui n'est pas un vrai temps de conjugaison, mais qui est un peu un anglicisme. Hein, c'est le fameux you're going to. C'est vous allez pouvoir. Avec cet ordinateur, vous allez pouvoir stocker jusqu'à 3 saisons de Game of Thrones. Un peu plus, j'espère. Mais vous allez pouvoir est encore plus fort des fois que le vous pouvez, parce qu'on se voit déjà dans l'utilisation. Évidemment, on évite le conditionnel. Vous pourriez, avec cet ordinateur, vous pourriez faire ceci, ou vous pourrez, hein, le futur simple, qui est quand même très proche du conditionnel à l'oreille. Donc ça, c'était petite astuce vente technique. Puis évidemment, selon vos produits, vos services spécifiques, on peut mettre en place des choses spécifiques. On a eu la chance de travailler pour l'Eidollar il y a quelques années, où mon collègue bernois avait mis en place quelque chose d'assez étonnant et qui permettait de valoriser le produit vendu. À l'époque, la plupart des vendeuses, lorsqu'une cliente demandait c'est quoi ça, la réponse c'était c'est au caramel. Mais c'est au caramel, ça vaut pas 3 francs. Et là, donc, il y a une méthode spécifique qui a été mise en place, que je peux vous dévoiler, mais ça restera entre nous. C'était d'utiliser une méthode qu'on utilise en gastronomie et qui est de dire dedans, autour et dessus. Et là, on a formé les vendeuses à d'abord sur leurs 5 chocolats préférés à elles, et puis sur les 3 top hits de vente, à savoir le faire. Et donc là, c'était, je dois l'avouer, de la formation intensive. Mais au lieu de dire c'est au caramel, il fallait être capable de dire à la fin, c'est quoi ce chocolat? Alors, c'est une ganache caramel cerclée de chocolat au lait suisse, surmontée d'une noisette grillée du Piémont. Et là, ça vaut 3 francs. Hein, donc ça, on peut s'amuser à le trouver pour vos services ou vos produits. Mais bon, là, ça va un petit peu loin, mais vous voyez qu'on peut faire des choses quand même assez précises. De la même manière, je ne vais pas aborder toutes les techniques de vente. Je vois qu'il est déjà 35, donc je vais tenir ma promesse de pouvoir répondre à quelques questions. Mais il y a aussi toute la notion de priming, comme on dit. Alors, pour ceux qui vendent des services, ça peut vous intéresser, cette notion-là. C'est d'avoir toujours un package de services qui soit beaucoup plus cher que ce que vous vendez habituellement. Parce que sinon, il faut une référence. Il faut une référence plus chère. Alors, j'ai connu, par exemple, quelqu'un qui accompagnait les entreprises britanniques à s'installer en Chine.
Et puis, son produit phare, c'était de pouvoir les accompagner sur X jours, et ça coûtait en gros 15 000 livres. Disons 15 000 francs pour nous faciliter la vie. Il en vendait très peu parce qu'il avait un truc qui était juste aider aux premières formalités, c'était 3 000. Ben, la majorité des entreprises choisissaient le produit, le package à 3 000. Puis un jour, il a eu l'idée, parce qu'il avait suivi une formation aussi avec quelqu'un, de faire un super package à 50 000. C'est-à-dire, on vous accompagne en Chine, on fait tous les papiers, on vous accompagne sur les premières formalités, on vous trouve les premiers clients, les premiers etc. Et ça vaut 50 000. Il n'en a vendu jamais. Je crois qu'il l'a vendu une seule fois. Et je crois même qu'il y avait des choses à l'intérieur de son package qu'il ne savait pas encore vraiment faire. Par contre, plus de 90% des packages achetés sont passés sur le produit du milieu. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le priming. Et il a vendu des packages à 15 000 dans 90% des cas. Et celui à 3 000, c'était presque plus le cas. Et donc ça, il a tout automatisé. Donc ça aussi, je suis à votre disposition, que ce soit pendant ou après le webinaire pour en parler. Mais il faut donner des points de référence. Finalement, on appelait ça de l'ancrage aussi à une époque, en bon français. Maintenant, on dit priming parce qu'on met tout en anglais, mais voilà, sachez que ça existe et que c'est une bonne méthode. Il me reste à vous dévoiler les 2 secrets qui font vraiment la différence. Donc, si vous êtes resté jusque-là, voilà, vous allez les avoir. Parce que, évidemment, comme je vous l'ai dit, les gens essaient de nous acheter de la stratégie, de la tactique, mais finalement, il y a 2 choses qui font toujours la différence. Le premier, c'est l'approche systématique. Je ne devrais pas dire ça en tant que formateur, mais quelqu'un qui est même mauvais en vente, mais qui fait toutes les semaines ses 4 heures d'appel, ses 3 publications de contenu, ses 5 rendez-vous ou autres, fera toujours mieux que celui qui ne fait pas ses appels parce qu'il n'a jamais le temps, ou qui refait son document de présentation et donc il n'a pas le temps d'aller au rendez-vous ou autre. Non, il faut avoir une organisation. Et tout ce que vendent d'ailleurs la plupart des méthodes qui marchent, c'est de l'organisation. C'est de pouvoir segmenter son agenda et de dire, OK, je vais faire 3 heures d'appel le vendredi, 2 heures le mardi, le mercredi, je consacre à, voilà, je fais 3 éléments de réseautage, 3 événements de réseautage par mois lorsque ça reviendra, que ce soit au business club ou ailleurs. Et autrement dit, on évite le one shot. Il faut être présent malgré tous les aléas. Ça veut dire quand ça va mal, mais aussi quand ça va très bien. Il faut être présent quand ça va très bien. Ça, c'est le risque. C'est un peu la boîte qui fait des sites web et qui s'arrête de prospecter parce que on a signé l'ONU, on a signé Ringier, donc là, ça nous donne du boulot pour 2 ans. Ben non, parce que si on ne remet pas des éléments dans le pipe, comme on dit aujourd'hui, dans le tunnel de vente, au bout d'un moment, ça va s'assécher. Même si vos clients sont très fidèles, certains responsables marketing vont être remplacés, des sociétés vont disparaître, et ça va malheureusement être le cas dans les mois à venir. Donc, il faut en permanence remettre des nouvelles sociétés dans le pipe, et donc il faut prospecter de différentes manières. Nous, on fait encore beaucoup de téléphones et ça marche très bien, que ce soit pour nous ou pour nos clients, parce que c'est toujours le même principe. Quand tout le monde fait du social selling ou de l'emailing, tout à coup, le téléphone devient quelque chose d'anormal et qui en ressort plus original. Et puis, dernier point, combler les vides dans votre tunnel de vente. C'est pas une faute d'orthographe, le funnel, c'est le mot utilisé pour le tunnel de vente. Je vois beaucoup de gens, c'est dommage, faire bien le début du tunnel. J'ai des prospects, je leur fais une offre, et tout à coup, il y a un trou. On dirait un trou dans la raquette aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne relance pas. J'ai envoyé une offre, et puis s'il est content, il me dira oui, sinon non. C'est vraiment jusqu'au bout. Et on a aidé une société il y a 2 ans qui est active dans le tourisme de santé. On a des gens qui vont se faire soigner en Espagne ou ailleurs. Je devais normalement travailler sur les techniques de vente, et finalement, on a travaillé uniquement sur les trous dans la raquette. Ça a été plus de 20% en 2 mois. C'est assez passionnant de voir que, oui, le tunnel, il se travaille. Et puis, deuxième grand élément qui fait la différence, la qualité de la relation. C'est vrai que dans les sociétés ou organisations qu'on accompagne, ou celles qu'on peut observer simplement, on voit que ça marche beaucoup mieux chez celles qui ont l'orientation client dans les veines, comme on dit. Quand les gens, dès le départ, me disent « Ah oui, nous, on est focus client. Nous, c'est le client, et tant pis si on passe 10 minutes au téléphone, c'est le client d'abord. » Est-ce qu'il y a une bonne relation client à tous les niveaux de l'entreprise? Parce que peut-être que vos vendeurs sont très orientés clients, le service client aussi, mais est-ce que la compta, elle est très orientée client? Et quand quelqu'un appelle votre service comptabilité pour une relance qui a été faite, alors surtout en ce moment, il va y en avoir pas mal quand même, est-ce qu'il se fait recevoir comme un mauvais client et ah oui, vous avez 3 mois de retard, mais c'est peut-être à ce moment-là aussi qu'on a des éléments de fidélisation clientèle. Les collaborateurs sont des clients, alors ce que certains appellent la symétrie des attentions, c'est-à-dire si je fais tout pour le client externe et rien pour le collaborateur, de toute façon, à un moment donné, il va y avoir une répercussion sur le client parce que
les collaborateurs vont se dire, ouais, finalement, moi, je suis maltraité ici, j'ai pas envie de venir. Et les gens qui sont pas heureux dans leur job, ça s'entend. Je pense que vous avez tous appelé déjà un service client où on sent que les gens sont malheureux. À l'inverse, j'ai appelé Infomaniac récemment, et ce n'est pas un client Altamedia, donc je le dis volontiers. Certes, j'ai beaucoup attendu, donc on pourrait travailler pour eux pour travailler ça, mais une fois que j'ai eu la personne, c'était magnifique. On sentait que le gars était heureux, il était heureux de m'aider à installer Moodle sur notre plateforme, et je suis sorti de là en me disant je suis content d'être client de chez Infomaniac, parce que le jour où j'aurai un problème technique ou autre, je vais plutôt aller chez eux. Et puis, alors j'ai piqué le mot d'un client fournisseur et client à nous et amis aussi, le groupe intégral, où, alors bon, ok, le mot est peut-être pas très joli, on pourrait trouver quelque chose qui sonne mieux à l'oreille, mais lui, il pense d'office que il est dans des métiers comme l'informatique, le placement de personnel, il a eu le nettoyage aussi à une époque, c'est-à-dire la différence, elle se fait assez peu sur la qualité du service et du produit. Donc, moi, j'ai plutôt faire de mes clients des copains, donc des clipins. Et je vais travailler plutôt là-dessus, sur la relation, l'émotion qu'on a à l'autre. Et ça aussi, ça nécessiterait peut-être un webinaire entier. Je sais qu'il y a des gens qui sont très calés, là, qui sont en train de suivre ce webinaire dans tout ce qui est émotion. Parce que oui, à la fin, et au bout du bout, hein, c'est un peu comme quand je l'ai dit de déterminer votre où, qui est votre client idéal. Ben, la vente et la relation client, c'est d'abord de la relation humaine. Et ça, je crois que tous ceux qui vont réussir à s'en sortir le plus facilement dans les semaines et les mois à venir sont ceux, et heureusement, qui ont su soigner leur relation client avant la crise. Nous, on le voit, hein, les restaurants où on a envie d'aller en ce moment, ben, c'est plutôt ceux qui étaient sympas avec nous. Celui qui nous reçoit à 13h en nous regardant de haut, voilà, j'ai pas forcément envie de retourner manger chez lui là tout de suite. Mais tout à l'heure à midi, on ira chez une amie qui a toujours été sympa avec nous, et donc voilà. Voilà, j'ai fini. C'était ma conclusion, c'était de dire que au-delà de l'orientation client et de la stratégie commerciale, il y a d'abord de l'humain. Et avant de prendre les questions, simplement vous rappeler que vous pouvez encore regarder le précédent webinaire, vous pouvez recommander à vos collègues de revoir celui-ci. Et puis, la semaine prochaine, n'hésitez pas à interpeller vos collègues qui ont un service client ou qui s'occupent de la qualité au sein de votre entreprise sur comment est-ce qu'on peut faire pour mesurer la qualité délivrée par son service client, sachant qu'il y a des éléments de qualité qu'on pourra utiliser pour pas mal d'autres choses. Donc, je vais revenir sur l'écran pour pouvoir visualiser les éventuelles questions. Alors, je vais d'abord aller voir dans questions. Hein, voilà. Alors, je vois une question de notre ami Fulgence qui nous dit « D'après toi, combien de relances par téléphone ou email maximum ?» Alors, je vais te faire d'abord une réponse de Biennois ou de Normand. Hein, c'est ça dépend. Alors, quelle est ta relation avec ce client-là, à quel moment du tunnel on est? Je crois qu'on arrive assez facilement à se rendre compte, déjà au bout d'une relance, qu'il s'agissait d'une offre alibi. Alors là, la question, c'est si c'est une offre alibi ou ce qu'on appelle une offre parachute, c'est-à-dire que la personne t'a demandé uniquement cette offre pour pouvoir comparer avec quelqu'un d'autre. Là, voilà, au bout de la première, on s'en rend compte. Ce qu'il faudrait surtout, je dirais, en amont, c'est ne pas louper le bon moment pour la première relance et la bonne personne. Nous, on le voit, tout à l'heure, quand j'ai parlé de trous dans la raquette au moment du tunnel, je trouve dommage quand même, je ne sais pas si quelqu'un a essayé d'acheter une voiture récemment, dans les 2 dernières années. Moi, j'en ai acheté une nouvelle l'an dernier. Je crois que sur 5 véhicules testés, il n'y a que 2 vendeurs qui m'ont relancé au bon moment. Il y en a un qui est venu 3 mois après, donc évidemment, c'était trop tard. Et puis, il y en a 2 autres dont j'ai jamais plus entendu parler. Alors ça, c'était le problème de la cuillère en or dans la bouche, hein, c'est-à-dire, tant que tout va bien, tout va bien. Alors, c'est un des effets positifs de la crise et des crises en général, c'est que les gens reprennent des bonnes habitudes, on dira. Et dans un contexte cold phoning et emailing, alors, cold phoning, moi je dirais que si dès le départ, il y a, suite à 1 ou 2 levées d'objection qui ont été bien faites, il y a toujours un refus, ok, on en reste là, on n'est pas des pitbulls, on garde pour plus tard, on laisse une trace quand même en laissant une documentation ou l'invitation à un webinaire ou autre, et on y reviendra. Et sur le call, je crois qu'en Suisse, en tout cas, hein, il y a encore des différences culturelles, c'est déjà pas mal. Et il faut changer de canal pour la fois d'après. Hein, c'est-à-dire que, ok, on a fait un emailing froid, on a fait un appel à froid. C'est la fois d'après, peut-être qu'on va enrichir par du contenu. Hein, donc, on va repartir sur de l'inbound marketing ou même du content marketing pur. Donc voilà.
J'espère avoir répondu à ta question, Fulgence, mais on se connaît bien, donc on peut aussi échanger plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Je vais voir aussi dans le chat. Prospection uniquement par mail, positif d'une relance toujours par mail. Alors là aussi, tout dépend où on se trouve dans le tunnel. Je dois avouer que chez Altamedia, on aime bien ce qu'on appelle le changement de canal. Hein, que ce soit à la fois en demande entrante, parce que quelqu'un qui s'adresse à un service client, le service client qui vous appelle, alors vous aviez laissé une demande sur un formulaire ou un chat, c'est toujours sympa. Certains vous diraient que la relance téléphonique suite à un mail est pas mal. Une fois plus, tout dépend de votre où. Est-ce que la personne risque de trouver ça intrusif? Est-ce qu'elle est très sécurité, repliée sur elle-même? Est-ce que c'est quelqu'un qui agit sur la sympathie? Donc là, je reparle du fameux Sonka, hein, que certains connaissent. Là aussi, on pourrait faire un webinaire là-dessus. Je pense que la première relance pourrait se faire par email, si je pars d'un point de vue B2B, hein, par exemple. Et puis, le deuxième, c'est changer de canal et oser le téléphone. Certains conseillent même de ne plus envoyer d'offres du tout par mail, par exemple, et de se rendre directement en face à face. Peut-être je profite de la question de Pascal pour aller un pas plus loin là-dessus. Vu que j'avais dit que je donnerais 2-3 éléments par rapport à la crise, il y a un phénomène qui est assez intéressant qu'on voit depuis quelques semaines. On voit des prospects qui acceptent plus volontiers un rendez-vous visio que ce qu'ils n'auraient fait il y a quelques mois avec l'acceptation d'un rendez-vous physique. Autrement dit, pour certains, la visio, le rendez-vous Zoom hein, ou autre, est moins impactant et moins impliquant peut-être qu'un rendez-vous physique. Donc profitez-en aussi. Hein, ça peut être, ok, je fais un mail, je fais un call, mais l'objectif, c'est de faire un rendez-vous visio qui va quand même vous permettre de vous montrer, de créer de la chaleur humaine, puisqu'on en revient toujours à l'humain. Et profitez-en pour les gens, vos prospects qui étaient les plus peureux, les plus fragiles, entre guillemets, peut-être qui ont accepté plus volontiers quelque chose, un rendez-vous visio. Je vois une question de Sophie. As-tu des outils à recommander CRM? Alors, je ne vais pas partir sur des noms de CRM parce qu'on en connaît plein, mais en tout cas, je conseille vivement à tout le monde, oui, d'avoir un CRM. Ensuite, c'est d'effectuer un petit cahier des charges, un petit RFP sur qu'est-ce que vous allez en faire, combien vous serez à l'utiliser, est-ce que vous devez l'utiliser à distance ou pas. Bon, je crois que cette dernière question, elle est réglée, il faut, hein, à distance. Puis ensuite, vous avez de tout, hein, de la petite solution. Nous, on utilise Nelis XRM qui nous plaît beaucoup, un Zoho-like, on va dire, comme Zoho. Puis à l'autre bout, vous avez Dynamics, qui n'est pas très sexy, mais au moins il a l'avantage d'être parlant pour la plupart des gens qui vont l'utiliser, parce que ça ressemble à Outlook et Word ou autre. Puis au milieu, il y a des gens comme FIC, avec qui on travaille, mais il y en a plein d'autres, hein, je dirais. Mais déjà, posez-vous les bonnes questions au départ, c'est pourquoi je veux avoir un CRM, qui va l'utiliser, qu'est-ce que je veux en faire. Donc après, Sophie, effectivement, je suis à disposition. Je pense d'ailleurs que ça peut être une bonne idée de webinaire, ça. Hein. On a écrit un article là-dessus sur comment bien choisir son CRM. Je pense qu'on pourrait faire un petit webinaire. Hein. Je regarde Jennifer en même temps qui avait écrit un article sur le sujet. On pourrait le reconvertir en webinaire pour se poser les bonnes questions. Je vois une question d'Olivier, alors justement, puisque je parle de solutions, hein, évidemment, Oracle fournit pas mal de solutions aussi. Le temps étant incompressible, quel équilibre entre temps de préparation et d'exécution dans la démarche de prospection? Alors, évidemment, une fois de plus, je vais faire une réponse de biennois. Tout va dépendre de l'importance de ta vente. S'il s'agit de ce qu'on appelle d'une vente stratégique, autrement dit plus de 5 à 10% de ton chiffre d'affaires annuel, je pense que le temps de prospection, c'est du 80-20. 80-20, c'est-à-dire 80% de préparation, y compris de targeting, hein, c'est-à-dire dans la vente stratégique, on appelle ça le tissage, le maillage, c'est-à-dire qui fait quoi dans la société. Parce que souvent, évidemment, on n'a pas du one-to-one, il y a 5-6 personnes impliquées, il y a le directeur informatique, le directeur commercial, la ligne, hein, peut-être qu'il va utiliser encore ce logiciel ou cet outil. Et puis à l'inverse, peut-être qu'en cycle de vente court, type la vente, la préparation, on n'en a pas. Sinon, si ce n'est, oui, la connaissance de ses produits, la connaissance des techniques de vente, donc il y a cette partie la préparation, mais par contre, le client arrive et on doit tout de suite réagir. Donc, voilà, tout dépend vraiment, avec un risque quand même. Nous avons la chance de former pas mal de gens qui font du phoning. Et le vrai risque, des fois, quand je suis côte à côte, c'est la personne qui va alors d'abord sur LinkedIn, puis ensuite sur son CRM, et il va passer 10 minutes, mais on sent que c'est vraiment de la procrastination. Hein. C'est-à-dire qu'on va repousser le fait d'avoir un contact réel avec le client. Non, c'est bien de se préparer, il faut 2-3 éléments clés, mais à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut se jeter.
et puis il faut y aller, parce que la plupart des infos, on va quand même les récupérer à ce moment-là. Donc j'espère avoir répondu à ta question, Olivier. Donc oui, c'est toujours un bon équilibre. Ce qui est déterminant, c'est est-ce qu'il s'agit d'une vente stratégique? Parce que voilà, si on n'a que 5 gros prospects dans l'année, bah oui, le temps de préparation, il est énorme. Alors après, vu qu'on est dans les grosses structures, est-ce que c'est vraiment au commercial de s'intéresser à ça? Ou est-ce que c'est plutôt à des sales, des gens qui vont vous aider à faire ça, et puis comme ça, alors quand je dis le commercial, le key account en l'occurrence, peut s'occuper uniquement de la relation avec l'autre. Et moi, je connais des key accounts qui ne font que manger finalement et entretenir la relation avec leurs clients. J'ai même connu un opérateur télécom, un opérateur télécom anglais en l'occurrence, qui n'avait qu'un seul client en Suisse, et son unique travail, qui était déjà énorme, c'était de cajoler, de chouchouter son client. Et alors, quand on dit son client, c'est l'ensemble des clients, hein, c'est une grosse société agroalimentaire. Et donc voilà. Est-ce que je vois qu'il est déjà midi moins 10, donc j'aimerais tenir ma promesse, mais en même temps, s'il y a encore une question, je la prends volontiers. Je regarde juste qu'il n'y en ait pas eu dans le chat. Non, visiblement pas. Donc voilà, et moi, il me reste à vous remercier. Simplement, en résumé, à vous dire, ben oui, sachez qui vous êtes, donc votre ADN, votre promesse, votre why, hein, c'est quoi ma raison d'être. Connaissez vos clients, que ce soit pas seulement sous la forme segmentation habituelle, entreprise, canton de Vaud, plus de 200 employés ou autres, mais aussi en tant que persona, c'est-à-dire, ben oui, moi c'est plutôt Julie, 29 ans, qui est responsable des ressources humaines, qui est plutôt branchée nouvelles techno, donc nos formations Blend vont l'intéresser. Et puis, ben, à partir de ces deux éléments-là, qui sont vraiment les piliers, ben, je vais pouvoir créer une stratégie et la décliner en tactique de vente, c'est-à-dire que, ben oui, il faut toujours s'intéresser à l'autre, et toujours se souvenir que la relation client et la relation commerciale, entre guillemets, la vente, c'est d'abord du conseil, c'est de la relation humaine, et donc il faut s'intéresser aux gens. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une belle semaine. Vous retrouvez ce replay tout de suite après, et donc vous pouvez aussi partager, dire à des gens de venir suivre aussi le prochain webinaire, mardi prochain 11h, le 2 juin, on sera, je pense, sur la qualité, la mesure de la qualité de son service client. Merci beaucoup, bon appétit et à bientôt. Au revoir.